J'accueille sur ce plateau Catherine Lemorton. Vous êtes députée socialiste de Haute-Garonne et présidente de la Commission des Affaires sociales. Face à vous, Hervé Morin, vous êtes député UDI de l'Eure. On va commencer tout de suite. Et président de la Normandie. Et président de la région Normandie. Et on commence tout de suite par la réforme du Code du travail, examinée tout à l'heure dans la Commission des Affaires sociales. Une audition, bien sûr, à suivre à partir de 16h15 en direct sur le canal 24 de LCP et sur lcp.fr. La loi a été retravaillée par le gouvernement face à la colère des syndicats, mais aussi d'un certain nombre de parlementaires. Catherine Lemorton, vous êtes donc la présidente de cette Commission des Affaires sociales. Reste-t-il encore des points ouverts au dialogue avec la ministre que vous allez auditionner tout à l'heure? Je le crois, en tout cas je l'espère. Voilà. Comme c'est un texte dont il faut dire qu'il a mal commencé, mal emmanché comme on dit, à la fois vis-à-vis des partenaires sociaux mais vis-à-vis des parlementaires aussi. Donc il y a une séance de rattrapage. Comme on est positif, on se dit qu'on va de l'avant, qu'on regarde le futur, mais j'espère qu'il y aura des améliorations que nous voulons. Séance de rattrapage, vous l'avez entendu, Hervé Morin, qu'attendez-vous, vous, de la ministre tout à l'heure? Moi j'attends... On voit bien qu'on est à un tournant de la vie politique, si on veut bien y réfléchir 2 minutes. Qu'aujourd'hui le Parti socialiste soit capable d'évoquer des mots qui étaient tabous il y a quelques années démontre à quel point cette fin de mandature est probablement le début d'un nouveau cycle qui va s'ouvrir. Qu'un Premier ministre puisse dire il faut favoriser les conditions de licenciement parce que ça permettra d'embaucher. C'était des mots qu'aucun socialiste n'utilisait, d'avoir une proposition de loi qui libéralise ou tout du moins fluidifie le marché du travail, ça aussi c'est des choses totalement nouvelles. Et donc on voit bien que même si on va pas au bout du chemin, parce que je vois déjà certains dire ouais mais bon, au moins c'est la preuve qu'on va pouvoir faire bouger les choses au moins après 2017 si si pour la majorité c'est compliqué de le faire. Et il y aura très probablement demain une nouvelle majorité à inventer. Parce qu'entre les sociodémocrates de Manuel Valls et les démocrates libéraux d'Alain Juppé ou de Bruno Le Maire, en fait, ce sont les mêmes. Et ces gens-là sont appelés à être ensemble après 2017. Donc, ce texte-là, je suis pas convaincu qu'on en sortira forcément énormément de choses. Mais c'est un début. Non, mais je pense surtout, c'est qu'on est en train depuis des mois, on voit bien que le système bipolaire de la Ve République, qui ne tient que parce qu'il y a un scrutin majoritaire à 2 tours, est en train de s'effondrer. Parce que demain, au soir du premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen sera face à un candidat qui sera soit de droite très probablement, soit de gauche. Et que cet homme-là, il aura une obligation, c'est de construire une nouvelle majorité. On va y revenir dans un instant. Tout de suite, je vous propose de retrouver Fernand Tavares en direct de l'Assemblée avec Nicolas Sansu, député GDR du Cher, qui va poser une question au gouvernement sur cette loi travail tout à l'heure. Alors, à 48 heures des nouvelles manifestations, le front de gauche est toujours à la une de l'actualité, toujours en pointe. Qu'est-ce que vous allez dire au gouvernement sur cette loi travail cet après-midi? Arrêtez, enlevez-la, encore une fois de plus? Oui, je crois que le gouvernement ferait bien de l'enlever. Vous savez, les gens qui vont manifester après-demain, ce sont les électeurs de François Hollande de 2012. Il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un divorce très profond entre le gouvernement, l'exécutif et la base de gauche qu'il a élue. Donc je crois qu'à un moment, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des choses à changer. Bien sûr que nous devons réfléchir sur l'emploi en matière de relance par la demande, en matière d'augmentation du pouvoir d'achat, en matière sans doute de sanctions contre les licenciements boursiers. Mais ce n'est sûrement pas pour la loi travail telle qu'elle est conçue que le gouvernement et que François Hollande ont été élus. Donc votre avis n'a pas changé par rapport aux dernières semaines. Vous êtes toujours sur la même ligne. Écoutez, pas seulement nous. Quand je vois les organisations syndicales comme Solidaire, la CGT, l'UNEF, l'UNL, donc tous les lycéens, les étudiants qui sont présents dans les manifestations, la FSU également, je crois que nous ne sommes pas seuls. Il y a vraiment un problème aujourd'hui par rapport au monde du travail. Merci beaucoup, M. Sansu, à tout à l'heure. À vous, Marion. Merci à vous, Fernand Tavares. Catherine Lemorton, vous avez entendu François Rebsamen ce matin, ex-ministre du Travail, remplacé donc par Myriam El Khomri, que vous allez auditionner dans quelques instants. Pas d'impact de cette loi sur le chômage. À quoi sert-elle alors? De toute façon, il est plus ministre, donc de toute façon, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Myriam. Mais non, mais c'est Myriam El Khomri qui est ministre en charge de ce texte. Donc moi, je travaille avec Myriam El Khomri. Donc nous allons travailler avec Myriam. Nous avons déjà un peu avancé. Nous avons des amendements en préparation, donc on va avancer, puisque quand même, on va revenir, on n'est pas encore au présidentiel, on va essayer de trouver du travail aux Français. Ce qui n'est pas tout à fait une réussite depuis le départ, depuis 2012. Il a fait preuve d'inélégance, François Rebsamen?
Mais de toute façon, au Parti Socialiste, nous ne bridons pas les gens. Donc chacun parle. Tout le monde l'a remarqué. D'ailleurs, je ne vois pas une majorité, celle de M. Morin, sortir un groupe de frondeurs. Nous, on fait le débat, nous tout seuls. Ça qui est très bien au Parti Socialiste. Nous faisons le débat, nous tout seuls. Voilà, on n'a même pas besoin des autres. Mais non, plus sérieusement, ce projet de loi sur le travail, on le prend avec beaucoup de sérieux. Parce qu'on a vraiment un signe envoyé notamment PME, TPE, avec le rapporteur Christophe Sirugue, nous y travaillons, avec d'autres aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus dans ce texte pour les PME, TPE, puisqu'on a beaucoup auditionné la CGPME et l'UPA, et j'entends bien leurs demandes. Quelles sont les pistes, justement ? Alors, on a déjà 2 articles qui les concernent, qui sont très bien. C'est la plateforme d'appui aux entreprises de moins de 300 salariés. Je veux pas de du côté de Monsieur Morin, qu'on m'écoute. Il a beaucoup parlé déjà. Et donc, moins de 300 salariés auront une plateforme d'appui, puisque très souvent, le petit chef d'entreprise dans son coin, il sait pas trop où il en est. Donc, il aura une réponse rapide de l'administration, y compris associés avec des partenaires sociaux. Ensuite, pour les moins de 50 salariés, c'est ça qui est important. Moi, j'aime pas les phrases en l'air qui n'ont pas de côté pratique par rapport au projet de loi. Dans l'article 29, il est dit que, au-delà de l'accord de branche, il pourra y avoir des dispositions spécifiques à l'entreprise de moins de 50 salariés avec plateforme unilatérale de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur prendra toutes les mesures du Code du travail et dira, voilà, moi, dans mon entreprise, dès lors qu'il y aura un accord de branche qui chapeaute le tout, moi, voilà ce que je vais faire dans mon entreprise de moins de 50 salariés. Bon, je pense que c'est quand même un pas largement en faveur des PME-TPE. Hervé Morin, sur les PME, n'est-ce pas là que vous pouvez trouver un terrain d'entente ensemble sur ce texte ? Les PME, les TPE, elles ont besoin de quoi ? Elles ont besoin de stabilité juridique. Malheureusement, les majorités succèdent et l'instabilité juridique est au cœur du système français. Le Code du travail a été changé combien de fois, Madame la Présidente, depuis 5 ans, comme il a été changé combien de fois durant la majorité précédente. Donc tous les ans, on a un texte sur le droit du travail. C'est effrayant. Bon, stabilité. Sécurité juridique. La sécurité juridique, il y avait une disposition qui était absolument majeure, qui était le plafond des indemnités. Pourquoi ? Parce que pour un artisan, les prud'hommes, c'est une angoisse. Bon. Et donc, il fallait autant que possible sécuriser l'acte d'embauche au cas où, un moment ou un autre, on est obligé de rompre avec le salarié. Le barème, aujourd'hui, ne vous satisfait pas ? Maintenant, j'ai bien compris, c'est fini l'histoire du barème. Bon, il va être indicatif, donc il n'y a pas de valeur. Et puis, il faut arrêter cette idée selon laquelle un patron n'a envie que de licencier son salarié. Le patron de PME, peut-être plus encore que les autres, il sait à quel point la valeur de son entreprise est directement liée à la qualification et à la qualité des hommes et des femmes qui sont dans sa boîte. Et donc, se séparer d'un salarié la plupart du temps, c'est une déchirure. Et donc, il faut au contraire considérer que la lutte des classes sur cette histoire-là, elle est terminée depuis belle lurette. Et donc, on aurait besoin, de sécuriser l'acte d'embauche, dans l'hypothèse où il y a licenciement. Puis il y a d'autres sujets qu'on n'aborde pas parce que ils sont interdits. C'est par exemple les seuils. Quand vous regardez les statistiques, c'est effrayant. J'ai plus les chiffres en tête là, mais quand vous voyez le nombre de boîtes françaises qui sont entre 45 et 50 salariés, vous vous dites qu'il y a quand même un problème. C'est bien qu'il y a sur les seuils au moins des choses à expérimenter. Comme ça, au moins, ça sera plus un débat. Mais pour un patron de PME, c'est un vrai sujet. Alors justement, cette loi est-elle efficace ou non contre le chômage ? Le gouvernement va être interrogé sur cette question alors que le nombre de chômeurs continue de grimper, plus 38 400 le mois dernier. On va tout de suite retrouver Franck Régnier, député UDI de la Drôme, qui posera cette question au gouvernement. Alors effectivement, les chiffres du chômage sont tombés. La première séance de questions au gouvernement, on sans doute, est consacrée en partie à cela. Les centristes vont s'intéresser aux chiffres pour constater quoi et pour dire quoi au gouvernement. Qu'est-ce que vous allez dire au Premier ministre ? Malheureusement, nouvelle dégradation des chiffres du chômage. Jusqu'à présent, les jeunes très touchés, les seniors également, mais ce qui nous préoccupe, c'est de voir que la tranche des 25-49 ans est fortement impactée, plus 1,3% d'augmentation du nombre de chômeurs sur cette tranche-là. Et cette tranche, elle est très importante parce que c'est celle qui investit, c'est celle qui, sur des biens immobiliers, soit aménage, soit réalise des projets immobiliers, investit pour l'avenir, consomme de manière aussi très structurante. Donc cette hausse du chômage, elle est aussi impactante pour l'économie et c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe et nous craignons au groupe UDI que la loi travail qui nous est annoncée ne soit pas à la hauteur des enjeux qui sont ceux du monde du travail et de l'économie aujourd'hui.
Merci, on écoutera votre question tout à l'heure et la réponse du gouvernement. Marion, c'est à vous. Merci à vous, Fernand Tavares. Vous avez entendu ces chiffres de l'emploi. Cette loi peut-elle tout de même aider à lever des freins? Ça peut aider à lever des freins. Après, quelle société on veut? La flexibilité, je l'entends, et je vais même m'avancer sur une comparaison que je n'aime pas avec l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne a flexibilisé depuis environ 2005. Certes, des gens rentrent, sortent du monde du travail plus facilement. On sort, on rentre. Pour autant, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? On a 10 fois plus de nouveaux pauvres en Allemagne depuis 10 ans. J'ai l'impression que c'est un peu lié. Vous voyez les chiffres, c'est un peu lié. 10 fois plus de nouveaux pauvres. Ça veut dire que si on flexibilise, oui, ça permet à des gens, peut-être, et encore ça prouvé, de rentrer, de sortir du monde du travail plus facilement. Je ne suis pas sûre qu'on les sécurise dans la vie pour autant. Parce qu'on n'a pas une vision globale de ce qu'est la sécurité, notamment pour les demandeurs d'emploi. Quand on voit l'exemple des pays scandinaves, on va me dire oui, mais c'est pas la même échelle. Je suis désolée, un pays, il a des ressources qui vont avec l'échelle du pays. Donc c'est sûr que la flexi-sécurité peut être une piste, mais il faut la voir dans son globalité. Aujourd'hui, je suis pas sûre que ce texte voit la sécurité. Je vois plus de flexibilité. Ça peut en donner. Maintenant, je le rappelle parce que c'est mon maître mot. Un code du travail n'est pas un outil de création d'emploi. Un code du travail, il est écrit pour régir les règles, les relations entre les salariés et leurs employeurs. Et je suis employeur d'une TPE de 5 salariés. Donc je peux en parler. Quand j'entends que dans la philosophie, là, tout ce que j'entends depuis le départ, réduire, et je le prends quelque part pour ce que je suis employeur, réduire un employeur dans la réflexion de j'emploie, mais alors comment je vais faire pour aller au prud'homme? Jamais en employant, en embauchant quelqu'un, j'ai commencé à me dire comment je vais pouvoir m'en séparer un jour. Jamais. Jamais. On ne se pose pas ces questions-là. Mais si on se dit finalement, c'est tellement, voilà, pour s'éviter les emmerdements, pour faire court. Je vais éviter d'embaucher parce que comme ça au moins j'aurai pas les enquiquinements à venir. C'est peut-être aussi simple que ça. C'est ça le sujet. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'ajoute par ailleurs qu'il faut quand même que vous disiez à vos auditeurs que ce texte n'améliorera pas la situation de l'emploi dans l'année qui vient. Parce qu'avant que les décrets d'application ne soient sortis, on aura changé de majorité. Non, mais c'est pas ça, c'est pour changer le code du travail. Monsieur Morin, dans la commission, vous le savez, Monsieur Combrexel, qui a rendu son rapport, a dit qu'il faudrait au moins 4 ans pour changer le code du travail. Non, mais je ne suis pas en train de critiquer ce fait, mais je voudrais simplement que vous intégriez. Normalement, des décrets d'application, c'est entre 12 mois et 18 mois. Entre le vote et la promulgation de la loi. À quand cette inversion de la courbe du chômage promise par François Hollande, Catherine Le Morton? J'espère avant la fin du quinquennat, vous voyez, c'était un peu le but. Mais cela dit, il ne faut pas le voir par rapport à François Hollande ou à notre majorité, il faut le voir par rapport aux Français. C'est ça mon sujet, moi, c'est de voir les fils chez Pôle emploi. Et ça m'angoisse. Cela dit, il faut quand même rappeler que depuis 2011, c'est la première année, on a créé plus de 80 000 emplois dans le domaine non marchand. Donc ça, je pense qu'il faut quand même le dire, parce qu'il y a à la fois le chômage, mais il y a aussi les créations d'emplois. Donc il faut quand même le dire un peu aussi. Que faut-il faire aujourd'hui pour lutter contre le chômage, Hervé Morin? Écoutez, il faut une politique fiscale qui favorise l'investissement. Le pacte de responsabilité n'a pas suffi. Non, CICE. Non, mais CICE, c'est même pas du haut de bilan en plus. Bon, voilà, il faut des dispositifs qui soient des mécanismes pérennes, où les gens ont la certitude qu'investir, les règles ne vont pas changer demain. Donc il faut créer une vraie politique de l'offre qui est une politique favorisant l'investissement. Il faut une politique qui favorise la création de richesses et accepter l'idée simple, c'est qu'il faut qu'il y ait des riches pour qu'il y ait moins de pauvres. C'est stupide de dire ça en France, mais c'est la réalité. Moi, ce qui me dérange, c'est pas le fait qu'il y ait des riches, ce qui me dérange, c'est qu'il y ait des pauvres. Et donc, ce que je souhaite, c'est que ceux qui, aujourd'hui, considèrent que leur avenir... Oui, j'étais avec le directeur d'une très grande école française ce matin pour la région. Bon. Quand on constate que 80% des jeunes de son école considèrent que leur avenir n'est pas en France, en sortant de l'école, alors on peut dire c'est génial, c'est le rayonnement de la France à l'étranger. En vérité, moi, quand je suis sorti d'une grande école de la République française, on s'imaginait faire sa vie d'abord et avant tout en France. C'est pas le même monde, mais... Il y a quand même des sujets de ce genre. Troisièmement, il faut faire en sorte qu'on ait une fiscalité qui ne soit pas confiscatoire. Moi, j'ai toujours préconisé le fait qu'on ne puisse pas, qu'on inscrive dans la Constitution pour garantir les choses, qu'on ne peut pas prélever plus de la moitié du revenu annuel de quelqu'un. Bon, c'est déjà pas si mal de travailler 6 mois par an pour la chose publique. Bref, il y a le droit du travail, troisième élément. Quatrièmement, il y a aussi le fait d'avoir des politiques qui soient là, des politiques
où l'État a un rôle à jouer. Le développement des nouvelles filières, comment on fait Politique de croissance. croissance, sur un certain nombre d'investissements d'avenir, etc. Bon, il y a toute une série de sujets qui sont des sujets lourds, mais qu'il faut aborder. Ça sera le rôle de 2017 du prochain président de la République. J'espère que ce sera le prochain. C'est que il faut que tout soit prêt. Plus que le fond, c'est la méthode. Si celui qui est élu ne fait pas travailler le Parlement jour et nuit pendant 3 mois, n'a pas ses textes prêts le soir de son élection, il faut que, eh bien, c'est qu'il a commis déjà une grave erreur. Il faut que tout soit prêt pour qu'on enclenche. Mitterrand, 81, c'est ce qui s'était passé. Problème de méthode aujourd'hui. Mitterrand, je termine. Mitterrand, c'était ce qui s'était passé en 81. Jacques Chirac, en 86, même chose. Je me souviens, parce que j'étais jeune haut fonctionnaire, qu'en 86, on a siégé jusqu'au mois d'août. Eh bien, et on a promulgué le 13 août. Eh bien, il faut que ce soit des choses de ce genre. Il faut qu'on ait un nouvel exécutif qui engage et qui engage très fortement au lendemain de l'élection. Problématique de méthode de ce problématique de quinquennat, méthode et Catherine problématique Vautrin. de bilan. Je crois que notre erreur première, c'est de ne pas avoir dit aux Français dans quel état on reprenait la France au mois de juillet. Parce que juillet 2012. Pourquoi? Parce que François Hollande nous a dit il faut se mettre au travail. Il avait raison, mais on aurait dû asséner aux Français l'état des comptes publics, le déficit, la dette qu'on avait laissé filer depuis un an et demi en 2011. Tout ça, on ne l'a pas fait. Et ça, je suis d'accord avec Hervé Morin, il faut se mettre au travail tout de suite. Cela dit, il connaît ma commission puisqu'il en fait partie. Il y a eu 6 mois. Nous avons des sessions extraordinaires sans arrêt. C'est pas vrai. On a dû faire un projet de loi de finances rectificative dès juillet 2012. Nous avons fermé l'Assemblée. C'est fin le juillet. passé. Non, mais on va pas revenir je là-dessus. dis, il faut faire un bon bilan pour que les Français comprennent les mesures que l'on prend. Parce que si on leur fait pas un bon, tu sais, j'ai l'habitude des boîtes puisque je connais l'entreprise. Quand on achète une entreprise, on fait déjà le bilan de l'entreprise qu'on rachète et on voit dans quel état elle est. Et ensuite, on prend les mesures. Et c'est ça qu'on n'a pas fait. Alors justement, la transition est toute trouvée à un peu plus d'1 an de la présidentielle. Les députés se sont penchés la semaine dernière sur la modernisation des règles de l'élection, modalité de recueil des 500 signatures, heure de fermeture des bureaux de vote, temps du parole dans les médias. Les modifications du règlement sont loin de faire l'unanimité dans l'opposition, mais aussi les petits partis. Direction l'Assemblée, Fernand Tavares, vous êtes avec Isabelle Attard, députée écologiste du Calvados, qui va poser une question au gouvernement. Question qui n'est pas simple que vous allez poser au gouvernement cet après-midi. Il faut dire que ce n'est pas la première fois à l'approche d'une élection présidentielle qu'on en entend parler. Il s'agit de quoi? Eh bien, des temps de parole. Vu le nombre de candidats, est-ce qu'il faut donner le même temps de parole à tout le monde? Ou alors, en fonction de sa notoriété, comment peut-on légiférer et assurer que tout le monde soit bien servi? Je pense que justement, le rôle d'un gouvernement n'est pas de favoriser les règles pour soi, ou pour 3 gros partis qui veulent se partager le gâteau. Mais justement, dans une vraie démocratie, l'intérêt, c'est de pouvoir donner à tout le monde un temps de parole, un accès aux médias équitable, plus qu'équitable, égal. Et c'est bien ce temps de parole égal qui a été mis à mal la semaine dernière, jeudi dernier, dans l'hémicycle, et qui va peut-être passer. Mais les Français réagissent en ce moment. Vous savez, il y a une pétition qui est en train de circuler, qui prend énormément d'ampleur. Déjà auparavant, nous avions tous reçu des centaines de messages au sujet de cette horreur qui est l'équité au lieu de l'égalité du temps de parole. Je pense qu'il est temps de réagir. Alors, il y a évidemment pas mal d'autres questions qui se posent, notamment sur le nombre de candidats. Déjà, il y a une première sélection. N'oublions pas qu'il faut avoir 500 parrainages d'élus. Déjà, il va y avoir dans ce texte une certaine restriction, étant donné que ce sera public. Donc aujourd'hui, vous avez sur 42 000 parrainages possibles, vous n'en avez déjà que 15 000. Il y a déjà une pression qui est mise sur les élus parce qu'il y a le tirage au sort qui fait que ça peut être public. Imaginez ce que ça va donner lorsqu'il y aura l'obligation de publication absolue. On va pas être à 15 000 parrainages, on sera à bien moins. Et les 2 partis principaux se partagent déjà les 10 000 parrainages. Donc il y a déjà, on le sait, une extrême restriction par ce biais-là. Donc vous imaginez bien qu'ensuite, si c'est à cause d'une notoriété, d'une pseudo-notoriété acquise par les sondages ou les passages télé, ce sera encore dramatique. Eh bien, tout à l'heure dans l'hémicycle, on verra si le gouvernement va réussir à se sortir de cette quadrature du cercle, Marion. Merci à vous, Fernand Tavares. Hervé Morin, je me tourne vers vous. Cette réforme, beaucoup y sont opposés. Dans l'opposition, vous avez entendu Isabelle Attard. Que craignez-vous avec cette réforme? Moi, je pense qu'il y a besoin de toiletter un certain nombre de choses, sans aucun doute. Après, est-ce qu'on peut donner le même temps de parole à un candidat qui est crédité de 0,5 dans les sondages et quelqu'un qui est crédité de 25%?
Moi, honnêtement, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une proratisation. Alors, le problème, c'est comment se construit la proratisation. C'est tout le débat est là. Mais on ne peut pas simplement considérer qu'un temps de parole vaut un autre temps de parole, parce que en vérité, il y a quand même des hommes et des femmes dont on sait qu'a priori ils sont appelés à exercer le pouvoir, et d'autres dont le combat est très légitime, hein, c'est pas la question, mais dont on sait que le résultat, de toute façon, ne les amènera pas au pouvoir. Donc, est-ce qu'on doit donner un temps de parole exactement égal ? Je serais plutôt à considérer qu'il faut mettre un peu d'équité dans le système, ou de proratiser plutôt que d'être sur l'égalité. Catherine Lemorton, cette réforme était nécessaire ? Oui, je crois. Mais on ne parle pas assez des 500 signatures, par exemple. Puisqu'on nous demande de la transparence, nous, aux parlementaires, on le sait, puisque maintenant, on déshabille nos comptes. Et c'est bien, hein, moi, je ne suis pas contre. Mais la transparence vaut aussi pour les élus locaux. Et je crois que c'est important, dans les 500 signatures, de savoir ce que son maire a voté. Quel candidat son maire a soutenu. Je crois que ça fait partie de la transparence de la vie publique, de la même manière, parce qu'on oublie, on parlait que du temps de parole, mais je suis sur les mêmes positions qu'Hervé Morin, pour le coup, sur le temps de parole. C'est difficile à mesurer, et je pense que quelqu'un... À quoi ça sert concrètement aux électeurs ? D'entendre les partis en fonction de ce qu'ils représentent. Alors effectivement, moins on donne de parole à un petit parti, et moins il sera entendu, par définition. Mais quand même, je rejoins un peu Hervé Morin sur le sujet, tout de même. D'autant que j'entendais les écologistes se plaindre. Je pense pas qu'ils soient les plus à plaindre en temps de parole quand on regarde un peu les médias, me semble-t-il. Mais non, mais par exemple sur les signatures, moi je trouve que c'est une bonne mesure, parce que souvent on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il a signé pour qui, mon maire ? Au moins on saura. On saura, après, il n'y a pas... Voilà, on pourra juger, ne pas juger, mais on saura. Après, sur les comptes de campagne, ça a été une discussion dans l'hémicycle. Et entre les deux assemblées Sénat, est-ce que les comptes de campagne, c'est 6 mois ? Est-ce que c'est 1 an ? Bon, c'est un peu compliqué. Bon, on a vu certains en 2012 qui avaient grillé leur truc en quelques semaines, hein, pour ne pas le nommer Nicolas Sarkozy. Donc, ces comptes étaient flambés en quelques semaines. Bon, après, sur 1 an, il faut sans doute être très, très vigilant, plus que sur 6 mois. Enfin, 1 an, il faut être très, très vigilant, parce que ça va vite. Et notamment pour le sortant. C'est pour le président sortant, à quel titre il est, quand il parle, est-ce qu'il est président ? Quand il parle, est-ce qu'il est candidat ? François Hollande ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sera-t-il candidat selon vous ? Je n'en sais rien. Y a-t-il un risque avec cette loi Honnêtement, s'il n'est pas en campagne, là... Selon vous, François Hollande est déjà en campagne aujourd'hui ? Des éléments que je n'ai pas. Il suffit de le voir, quoi. Y a-t-il un risque avec cette loi de bipartisation de la vie politique ? Écoutez, entre deux partis, le Parti socialiste et puis finalement les Républicains et le centre. Le Front National aura le même temps de parole que les autres. Oui, j'espère. Dieu sait que je ne soutiens pas le Front National, mais il n'est pas... Voilà, ça paraîtrait incohérent que cette loi amène un des grands protagonistes de la présidentielle à avoir moins de temps de parole. C'est pas concevable. Donc on n'est pas sur... Le paradoxe de l'arrivée de Marine Le Pen, c'est qu'on va peut-être pouvoir sortir du bipartisme, hein, ou de la bipolarisation plutôt. Bon, voilà, non, il y aura les grandes formations politiques. Alors moi qui ai été le soutien d'un candidat qui s'appelait Bayrou, je reconnais qu'il faut être très vigilant, parce que quand quelqu'un part à 3% dans les sondages comme Bayrou et finit à 18%, il y a un moment tutoyer la candidate du PS qui était Ségolène Royal. Il aurait été dommage qu'il ne puisse pas s'exprimer, et donc ne pas être entendu et ne pas progresser. Donc il faut être très vigilant sur ça, parce que je connais l'appétit des grands partis qui est d'essayer en effet toujours de monopoliser les choses. Il n'y aura pas de verrouillage aujourd'hui de l'élection présidentielle avec ces nouvelles règles, Catherine Lemorton ? Moi je ne crois pas. Après faut être critique par rapport à son camp politique. Je veux dire, se pose la question chez nous de l'éparpillement des partis de gauche, enfin, je le dis honnêtement, même si après, comme le disait Hervé Morin, tout est respectable et chaque conviction est entendable, mais en tout cas chez nous, il y a quand même un essaimage des partis à gauche qui rend l'élection de plus en plus difficile. Cela veut dire qu'il y aura beaucoup de candidats en 2017 à gauche pour cette élection présidentielle ? Comment vous faire une réponse ? Il y en aura un certain nombre. Peut-être pas tant que ça, finalement. J'en sais rien, honnêtement. Est-ce bénéfique pour la démocratie, cet éparpillement, finalement, à Catherine Lemorton ? Oui. Catherine Lemorton, elle nous expliquait tout à l'heure qu'elle était pour la 6e République. Elle est pour la fin de l'élection. Elle est pour la fin de l'élection présidentielle. Fort, avec des députés
qui travaillent, avec des députés qui sont présents jusqu'au 22 juillet au soir quand on travaille les textes et qui reprennent le 10 septembre quand on travaille les textes. C'est ça, enfin, moi j'ai le mandat unique. La fin de la personnalisation du pouvoir. La fin de la personnalisation du pouvoir. La Ve République, pour moi, est catastrophique. Franchement, c'est pas. Là, on est aux limites de la Ve République. Hein. Je le disais déjà en 2012, j'ai pas changé de langage aujourd'hui. Je crois qu'il faut redonner du pouvoir au Parlement, puisque le Parlement, ce sont les représentants de la nation. Voilà. C'est sans fierté, avec beaucoup d'humilité, il faut le dire, mais c'est la vérité. Donc, il faut redonner le pouvoir au Parlement, oui, bien sûr. Hervé Morin, pour une 6e République ? J'ai toujours pensé, depuis des années et des années, que l'élection présidentielle au suffrage universel à laquelle les Français sont tant attachés est un drame, c'est peut-être un mot fort, mais ne permet pas un exercice serein de la démocratie. On croit qu'il y aurait une espèce d'homme providentiel capable de transformer le pays. Tout ça n'a pas de sens, et encore moins de sens dans une société horizontale. Dans les sociétés verticales d'hier, peut-être. Aujourd'hui, certainement pas. C'est pas par hasard d'ailleurs que personne n'envie notre régime institutionnel. Hein. En Europe, on est les seuls quasiment à avoir ce régime. Il y a une crise aujourd'hui de la politique telle qu'elle est perçue par les citoyens. Vous la ressentez, Hervé Morin ? Ah bah ça, c'est pas nouveau. Elle est liée à cette personnalisation du pouvoir ? Non, elle est liée. Bon, voilà. Je pense que ce que je vais dire, c'est ce que vous entendez tous les jours. C'est que globalement, les gens ont le sentiment que rien ne change, quoi. C'est tout. Catherine à partir du moment où on répond pas, et il a raison quand il dit il faut pas personnaliser et personnifier la fonction, parce que du coup c'est pour ça que les présidents de la République, à peine élus, au bout de 6 mois, ils sont déjà en dégringolade, parce que tout le monde attend quelque chose d'eux, et sans doute que notre électorat à gauche est plus exigeant, parce qu'on attend plus de protection sociale immédiatement quand on est dans des revenus très faibles, qu'on attend le bouclier fiscal. On peut attendre un petit peu. Non mais sérieusement, je pense que notre électorat, mais je le dis très sérieusement, Hervé Morin, l'électorat populaire ne vote pas plus socialiste qu'il ne vote à droite aujourd'hui. Pourquoi l'électorat populaire est très déçu ? Parce que lui, il vit dans une telle précarité qu'il a besoin de réponses immédiatement. C'est pas le patron de Peugeot qui attend une réponse pour savoir s'il peut avoir des exonérations fiscales. Et merci à vous. Merci Hervé Morin, merci Catherine Lemorton. Tout de suite les questions au gouvernement.